Vendredi dernier, le général Abdourahmane Tiani a de nouveau rompu le silence dans une sortie médiatique d'une rare densité. Le chef de l'État nigérien est revenu sur l'attaque qui a visé l'aéroport de Niamey, un site pourtant hautement stratégique. Mais au-delà des faits militaires, c'est une véritable déflagration diplomatique que le président de du CNSP a déclenchée en pointant du doigt avec une fermeté renouvelée la France, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Le général Tiani ne se contente plus de défendre son territoire. Il dessine une nouvelle ligne de front géopolitique en Afrique de l'Ouest. S'agit-il d'une stratégie de communication pour souder l'unité nationale face à l'adversité? Et surtout, quelles sont les preuves, les nouvelles preuves qui sous-tendent ces accusations de déstabilisation pendant 90 minutes? Nous allons décrypter les mots, analyser les silences et évaluer les retombées de cette intervention qui redéfinit les rapports de force au Sahel. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Luc Koumeya Balo Abaki. Bonjour, cher Luc. Bonjour Gilles, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. On est heureux d'être encore à ce rendez-vous, du donner et du recevoir. Admirable dans un tissu malien. Ah, merci beaucoup. En tout cas, les Maliens, c'est nos amis. Chaque fois qu'on va là-bas, on se procure un peu de ce qu'il a comme leur identité. Oui. Beau tissu et belle couleur. Merci. Koumeya Balo Abaki est journaliste, écrivain. À sa compagnie, suspense. Pas de suspense. L'homme n'a pas bougé. L'homme qui ne bouge pas. Il parle de suspense. Donc j'aime également le tissu. Son Excellence Sogoyou Kegowe. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Gilles et bonjour à nos téléspectateurs. J'espère que, en ce qui concerne les chrétiens, ils sont revenus déjà de la messe et qu'on peut maintenant échanger avec eux. Sogoyou Kegowe, un ancien ambassadeur du Togo, notamment en Allemagne, il est journaliste de profession. Niger, Tiani donne des détails troublants sur l'attaque de l'aéroport Amani Diori de Niamey. C'est le thème. Vous êtes conviés à enrichir cette émission avec vos écrits, vos contributions. Plus de 128 96 08 43 43 via WhatsApp, c'est direct. Vous nous écrivez. Je me ferai le plaisir de relayer vos messages dans la seconde partie. Vous pouvez également commenter abondamment cette émission, que vous soyez d'accord avec nous ou pas, sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Commentez et likez cette émission pour la protéger. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Au plateau, avant vos contributions, les faits et la sécurité, on va analyser dans un premier temps l'incident de l'attaque de l'aéroport. Luc Abaki, qu'y a-t-il de nouveau dans les détails techniques, selon vous, fournis par le général Tiani sur l'attaque de l'aéroport d'Iori Amani de Niamey? Alors, je pense que votre question est quand même pertinente, mais vous me permettrez de focaliser mon attention en première partie sur la personne même de Tiani. Vous avez parlé d'une sortie d'une rare intensité. Je pense que vous avez raison. La personne de Tiani, vous savez, son interview a duré au moins presque 6 heures. Et puis voilà un monsieur qui se montre naturel, structuré, et qui sort les faits dans une démarche tout à fait méthodique et parfaitement convaincante. Vous savez, je ne vous apprends rien en matière rhétorique. La pertinence d'un discours ne tient pas tant de l'alignement des mots grandiloquents avec effet d'impressionner, de mystifier, etc. La puissance d'un message, lorsqu'un leader parle, c'est que son téléspectateur, son auditeur, son interlocuteur puisse puiser dans son message des faits qu'il peut vérifier, des faits qui puissent le persuader, le convaincre de l'intérêt pour lequel le leader parle. Et en cela, il me semble que le général Tiani, encore une fois, nous a montré qu'il n'est pas seulement un simple bon orateur, mais il est un leader. Un leader se caractérise par quoi? Par une certaine vision, par une certaine capacité oratoire à persuader ses interlocuteurs et à les mobiliser autour d'une cause commune. Et en cela, Tiani, par sa sortie, encore une fois, nous montre qu'en fait, il est un homme suffisamment dense. À la limite, sa mémoire d'éléphant qui m'étonne. Avec sans papier, sans rien du tout, il tient un discours avec des référencements, un discours suffisamment structuré, posé, calme, qui ne peut qu'être délecté par les interlocuteurs. Je pense qu'il faut lui tirer le chapeau à ce propos-là. Concernant l'attaque même de l'aéroport, ce qu'il a dit de nouveau,
c'est qu'en réalité, tout le monde comprend que aussi bien la France que ses valets locaux, notamment le président du Bénin et celui de la Côte d'Ivoire, sont réellement complices. Parce que tel qu'il a décrit les faits, il n'a fait que conforter ce qu'il avait dit dès la première sortie, pour dire qu'en fait, plusieurs fois, ils ont aboyé. Mais cette fois-ci, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ont le droit, les pays de la l'AES ont le droit désormais de rougir. Il me semble qu'il est pratiquement sur le point du rugissement à partir du moment où il a fait le déballage d'un certain nombre de faits et des complicités à un niveau extrêmement élevé et qui explique que cette attaque-là a été suffisamment atroce. Heureusement que les forces nigériennes, avec leurs partenaires russes, ont réussi le pari de neutraliser ces voyous et ces mercenaires sponsorisés et soutenus justement par ces individus qu'il a cités en un clin d'œil. Et je pense qu'il faut féliciter justement les forces armées nigériennes et en même temps que ses partenaires et leurs partenaires qui ont permis qu'aujourd'hui le Niger soit encore ce qu'il est et qu'il crée encore de l'espoir dans la mentalité collective du peuple nigérien. Il a apporté une précision de taille. La revendication de l'attaque aurait été même monnayée à coût de millions de francs CFA. Excellence Sogoyou Kego, je voudrais aborder avec vous la force de l'intervention de Tiani. Pourquoi avoir choisi une sortie médiatique longue maintenant, en ce moment? Est-ce une preuve de transparence ou une opération de ralliement à l'opinion nationale? Je crois que le président Tiani a l'impression qu'il parle à des gens qui sont sourds. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il parle. Mais il parle à des gens qui jouent au sourd. Et il faut qu'il insiste. Il faut qu'il insiste pour que ceux à qui il parle là se réveillent. En fait, il parle à qui premièrement? Il parle à son peuple. Il prend son peuple à témoin sur ce qui se passe, sur les dangers qui le menacent, sur la nécessité de se mobiliser contre ces dangers. Voilà pourquoi le président Tiani à tout moment parle. C'est dommage parce que quand je le regarde parler, je dis mais ce monsieur, il est président. Sinon, on devait le solliciter pour donner des conférences partout, aux quatre coins du monde. Parce que je ne sais pas, mais sa tête, c'est pas croyable. Sa mémoire, sa culture. Je ne sais pas combien de gens, combien de chefs d'État. Il semble que le président Mugabe, en son temps, était le président africain le plus diplômé. Ici, il n'est même pas question de diplôme. Il est question de culture et de connaissances concrètes de son milieu. Alors, le président Tiani, tu as demandé qu'est-ce qu'il y avait de neuf dans la conférence. Sur un point donné, mais j'ai été surpris d'apprendre que l'avion, en dehors des deux avions de Askai, c'est-à-dire des avions togolais, Askai est togolais, qu'en dehors des deux avions togolais, le troisième avion qui a été canardé sur la piste de l'aéroport était un avion tchadien qui a rendu un service humanitaire en évacuant un corps de quelqu'un qui était décédé. C'est là que je me suis demandé, mais c'est incroyable. D'où est-ce que le porte-parole du gouvernement ivoirien avait inventé les terroristes dans l'avion de Air Ivoire qui sont allés attaquer le Niger? Il a pris ça où? Quand on est porte-parole du gouvernement, on ne peut pas, après un verre de koutoukou, c'est comme ça ils appellent Sorabi là-bas, raconter n'importe quoi, croyant rendre service au président. Ah non, ce n'est pas la faute du président. Mais est-ce que c'est le président qui enregistre les voyages à l'aéroport? Pourquoi voulais-tu que ce soit la faute du président? Et tu sors ça d'où? On ne sait pas. Le Niger ne vous a jamais accusé. On vous accuse sur d'autres points, vous ne pipez mot. Mais là où on ne vous a pas accusé, vous trouvez à dire. Donc, le président Tiani a apporté cet éclaircissement qui m'a agréablement surpris, parce que nous tous, on attendait qu'ils disent « Ah, les terroristes sont venus de Côte d'Ivoire dans un avion d'Air Ivoire ». Il ne l'a pas dit. C'est la preuve qu'il ne fait pas des extrapolations. Il ne dit que des faits. Et quand il n'y a pas un fait, il n'en parle pas. Donc le président Tiani, en plus d'être chef de l'État du Niger, c'est un général, c'est un militaire. Il est droit.
et il parle droit. Il dit des faits. Qui peut contester ces faits? Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui se lavait avec des gris-gris au Bénin, qu'il appelle des potions anti-Tiani, ce qui est incroyable quand même. Dans nos républiques modernes, c'est incroyable. Un pays ne peut pas prêter son territoire à de pareilles singeries. Parce que, après tout, c'est tout le pays et sa population qui vont emporter les conséquences. Si c'est faire des guerres anti-Tiani avec des gris-gris, il y a beaucoup de gris-gris chez lui. Donc, moi je crois que le président Tiani nous rend service à nous tous parce que je le dis ici et je le répète tous les jours. Je veux que vous le reteniez. Le jour où ça pète dans un seul des pays de la CEDEAO, toute la CEDEAO prend feu. Et si le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a parlé d'hiver noir, il a parlé de toute la sous-région, il n'a pas parlé des pays de l'AES ou bien de tel ou tel pays de la fameuse CEDEAO. Donc, ce que je déplore, c'est que devant ces faits flagrants, que personne ne dise mot, les pays accusés ne disent mot, l'Union africaine ne dise mot, la CEDEAO, n'en parlons pas, l'autre ne peut pas dire mot parce que tout ce qu'on reproche à ces pays, c'est la CEDEAO qui sécrète ça, parce qu'elle est sous ordre. Donc, le président Tiani, on lui dit merci pour la clarté de ses interventions. Nous attendons que les gens, en dehors de l'homme qui se lave avec les potions magiques pour faire la guerre à Tiani, bon, on attend que d'autres sortent aussi pour dire que Tiani a menti. Parce que s'il dit Tiani a menti, il faut qu'il prouve qu'on a menti. Tiani a parlé. Et puis, Gilles, tu n'es pas surpris qu'un général ait une telle mémoire, une mémoire d'éléphant. Quand je l'ai entendu citer les localités de Côte d'Ivoire, mais ça m'a fait froid au dos. Ouais. Donc, puisqu'il a été sur le terrain. Justement, c'est un homme de terrain. Ce n'est pas les généraux salonards, des généraux de pacotille qui vont revenir dans 10 ans conquérir l'Afrique. Et quand ils finissent de vomir ces saletés, on leur déroule le tapis rouge dans certains pays africains parce qu'ils sont fiers que la France revienne les coloniser. Alors, passons maintenant au choc diplomatique que pourrait provoquer cette intervention du général Tiani, la réitération de ses accusations. Il pointe à nouveau du doigt Paris de Macron, Cotonou de Patrice Talon, qu'il a cité plusieurs fois, nommément dans son discours, et Abidjan d'Alassane Ouattara. Luc Abaki, existe-t-il des éléments concrets, irréfutables dans son discours? S'agit-il d'une doctrine de rupture désormais figée? Non, mais pour des faits irréfutables, on n'en parle plus, parce qu'il n'a dit que ça. Durant toute sa sortie, il n'a fait qu'évoquer des faits dans une dynamique qu'on ne peut pas ne pas suivre. Donc, pour les faits, mais écoutez, quand il parle du Bénin, plusieurs fois, le Bénin est sorti pour démentir l'existence des bases françaises, sa collaboration avec les terroristes, etc., etc. Mais qu'est-ce que Tiani a dit? Il a interpellé directement le président Talon en lui disant que, mais écoutez, sur votre territoire, au nord notamment du Burkina, du Mali et du Bénin, vous avez au moins 13 avions français. Et il a détaillé à quoi servent ces avions-là. C'est des avions de transport logistique, de trucs. En tout cas, il a évoqué ça de façon technique, etc. Mais c'est tellement clair qu'on attend de voir c'est quoi le démenti éventuel que le Bénin pourrait apporter pour donc démolir ce narratif aussi solidement construit. Mais pour la Côte d'Ivoire, non seulement il a un parcours sur le terrain, et donc ce qu'il dit évoque tout simplement des patterns comportementaux, des expériences de terrain, c'est-à-dire quelque chose qu'il a vécu et qu'il porte. Mais il a tellement appelé Ouattara, il a interpellé sur des faits, sur des événements, sur des dates, sur des réunions. Et donc, le monsieur, il ne navigue pas à vue. Ce n'est pas un mystificateur. Vous savez, vous parliez de rupture diplomatique, etc. Moi, je suis amusé par ces notions un peu flatteuses qui nous donnent l'impression que, oui, en diplomatie, il faut marcher sur les œufs. Non, mais écoutez, on est arrivé à un niveau où il s'agit d'engager des vies humaines.
Et quand il est question de la survie d'un peuple entier, on n'a pas besoin de caresser les gens dans le sens du poil. Lorsqu'il y a une vérité, il faut l'évoquer clairement. Surtout quand on le dit à plusieurs reprises et les gens font la sourde oreille, dans le sentiment d'être bouché, d'être blasé, d'être incapable de mouvoir et d'aller dans le sens de l'humain. Tout simplement, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de tenir ce type de langage. Mais quels que soient les effets éventuels, mais écoutez, quel effet diplomatique vous attendez à partir du moment où c'est des faits qui sont évoqués? La seule chose qu'on attend précisément de cette personne incriminée, c'est qu'elle soit en mesure d'apporter des éléments de contradiction qui soient aussi solides et convaincants, de sorte à éclairer notre lanterne et à nous convaincre de ce que Tchiani a évoqué des faits qui ne reposent sur quelque chose de fondamental, de vrai. Autrement, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose que de le dire de cette manière, de sorte que même si ceux à qui on s'adresse, c'est-à-dire ceux qui se rendent complices de ces genres d'actes délictueux, malsains, mesquins, vilains et même inhumains, mais au moins que leur peuple écoute et qu'ils prennent donc leur responsabilité, parce qu'en réalité, tout dirigeant exerce le pouvoir au nom d'un peuple. Et donc, si lui, à la tête du pays, il s'amuse justement avec les vies humaines, avec le pouvoir qui lui a été conféré, de sorte qu'il puisse manager, qu'il puisse leader, qu'il puisse construire des nations, il œuvre plutôt pour décimer des vies, il faut vraiment l'exposer à la place publique. Oui. Excellent. Si les faits évoqués par le général Tchiani sont avérés, ça veut dire que ce général est très informé. Hein. Il parle même de certains rendez-vous avec date. Le président Talon a reçu une certaine personnalité, il est au courant de ce qui a été dit, il a tous les renseignements sur les avions. Donnés. Alors, quels sont les outils qu'ils utilisent? Un Pegasus international? Je me demande. Est-il si renseigné? Voilà, si je me demande comment il fait. Je disais tantôt que s'il n'était pas président, il donnerait de grandes conférences internationales aux quatre coins du monde. Je crois qu'il ouvrirait aussi une école de renseignement. Nous tous, on irait là-bas apprendre à faire du renseignement et à être au courant de ce qui se passe même dans le lit de nos ennemis. Parce que là, je ne serais pas surpris qu'il sache ce qui se passe dans le lit des gens. Parce que comment il fait? Moi-même, je me pose la question. Et quelquefois, je me dis, mais est-ce qu'il n'en dit pas trop? Parce que s'il dit certaines choses, les autres, leurs services de renseignement, vont remonter les pistes et savoir par où ça peut passer pour arriver à lui et faire tarir les sources de renseignement. Mais ce n'est pas la première fois, il a toujours parlé avec cette clarté et jusqu'ici, à ma connaissance, on n'a pas pu faire tarir une source d'information qui permet au général Tchiani de parler avec franchise comme tout un bon général. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il utilise. Puisque même les services français ne sont pas à l'abri de ces intrusions, si je peux appeler ça ainsi. Même les services français ne sont pas à l'abri. Il y a eu même des secousses entre-temps en France. Au niveau des renseignements, on a remplacé les gens quand Tchiani a sorti certaines choses. Et jusqu'ici, il est toujours au courant et il sort certaines choses. Donc moi, je crois que si ce type-là, il était mon ennemi, je ferais attention. Non, mais attendez, oui. C'est-à-dire que les Kabaki. Quand on parle de renseignement, c'est la preuve aussi. Vous voyez, Ibrahim Traoré a évoqué pratiquement les mêmes choses par moment, où il a même mentionné des bases avec leur localisation, etc. C'est pour dire qu'en fin de compte, les pays de l'AES ont compris que la force d'une gouvernance d'État, surtout dans un contexte de guerre, c'est le renseignement. Et ils ont fait les partenariats qu'il fallait. Mais vous avez dit une fois ici sur le plateau, c'est que les meilleurs services de renseignement dans le monde, c'est la Russie, n'est-ce pas? Ouais. Alors, s'ils ont un partenaire comme la Russie, et ils ont les équipements nécessaires, ben, on ne peut que voir les résultats qu'ils sont en train d'évoquer. Et on ne peut que s'en féliciter justement, parce que si vous n'avez pas une connaissance chirurgicale des faits, et vous les évoquez dans l'à peu près, vous prêtez le flanc à des critiques acerbes, et ça va créer la confusion. Depuis que Tchiani sort et évoque des faits, à quel moment ses adversaires ont eu le courage de tenir un discours sur des faits précis, à part nier de façon vague pour dire non, vous êtes jaloux de nous. Parce que si vous n'êtes pas jaloux, écoutez, vous ne pouvez pas évoquer certaines choses. Nous, on se mêle de rien et tout ça. Alors que le débat est sur des faits bien précis. On dit, à telle date, vous avez reçu tel monsieur, vous lui avez remis 90 millions. C'est vrai ou faux?
vous l'avez reçu ou pas? À telle date, vous vous êtes retrouvé à tel hôtel avec tel nombre d'interlocuteurs, vous avez décidé de ceci. Ça, c'est des faits. C'est ça qui est de la communication. Vous voyez? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans la comédie, dans la farce politique, où donc c'est l'indécence, c'est l'immoralité, c'est le camouflage. Et on donne le sentiment que bon, il suffit d'avoir la grosse gueule pour être entendu, pour être un leader. Non. Aujourd'hui, les leaders de l'AES marquent la différence. Et ils rapprochent justement les esprits vers ce qui est un vrai leader. C'est-à-dire celui-là qui sait parler pour toucher les âmes et pour déterminer les âmes à l'action. Aujourd'hui, on attend précisément tous ces dirigeants incriminés parce qu'avant, quand on parlait, on dit non, c'est parce qu'on est jaloux, c'est parce qu'on ne veut pas. Non. Ici, c'est des faits bien précis. Vous êtes de connivence, oui ou non, avec la France? On vous a fourni tel matériel ou pas? Les avions évoqués, existent-ils, oui ou non? Tchadi va jusqu'à dire qu'au nord du Bénin, mais il n'y a plus une seule force, un seul militaire français, béninois. Et que la zone est laissée aux mercenaires et aux forces françaises. C'est vrai ou faux? Si ce n'est pas vrai, mais allez au nord, filmez-vous, démontrez que c'est faux, et puis montrez-nous que voilà, là, comme ça au moins on sera un peu confronté à la critique. Voilà. Et pour creuser davantage le cas béninois, Excellence Ogoyou Kegouan, on sait que les relations étaient déjà très tendues entre les deux pays. Il y a eu la crise du pétrole, les frontières qui sont restées toujours fermées côté nigérien. Cette sortie ferme-t-elle définitivement la porte à une médiation africaine à court terme? À ma connaissance, je n'ai pas vu un pays ou un groupe de pays qui voulait mener une quelconque médiation. Peut-être il y en a eu, hein, c'est moi qui ne suis pas informé. Je n'ai vu personne. Justement, je me demande tous les jours pourquoi cela se passe et personne ne lève le petit doigt pour initier une médiation entre les pays de l'AES et les pays va-t-en-guerre sponsorisés eux-mêmes par la France. Il faut quand même... Parce que les guerres qui se préparent, l'hiver noir qui se prépare, ce n'est pas les Français qui vont mourir. Eux, ils seront chez eux, ils ont leurs problèmes. Mais c'est ici que les gens vont mourir. Alors, est-ce qu'on attend que ça éclate avant que la CEDEAO ne commence à faire ses grimaces, que les gens aillent encore danser à l'Élysée? Est-ce qu'on attend que ça éclate avant que l'Union africaine, qui agit toujours en retard, c'est-à-dire que toujours médecin après la mort, est-ce qu'on attend que ça éclate avant que les Nations Unies ne se pointent comme la dernière fois aux choses au Burkina pour dire non, il faut faire les élections? Ça veut dire que pour eux, c'est les élections qui manquent et ça ne va pas. Vous êtes toujours au Qatar en train de vous lécher les doigts jusqu'au coude des prébendes. Vous êtes toujours en Arabie Saoudite en train de vous lécher les babines comme un lion qui a tué une biche. Vous êtes toujours dans tous les pays autocratiques du monde. Mais quand vous venez chez les pays pauvres qui se battent pour survivre, chaque fois qu'ils ont un franc, vous dites d'aller faire élection parce que vous voulez affamer leur population, vous voulez voir les terroristes tuer leur population et il faut les ruiner d'abord avec des soi-disant élections insensées. Et les autres ont fait des élections. Ils dirigent leur pays avec 49-3. Si moi je n'ai pas fait d'élection et je dirige avec 48-3, où est le problème? Tu as fait élection, tu diriges avec 49-3. Moi, je n'ai pas fait élection. J'invente 48-3 et puis je dirige mon pays. Pourquoi c'est à moi qu'il faut venir dire que je dois faire des élections? Donc, je ne sais pas pourquoi les gens attendent que ça dégénère avant de venir. Il est temps, à mon avis, que s'il y a encore une institution internationale qui a de la valeur, qu'elle approche les deux entités, AES et les guerriers de Macron, pour dire, mais mes amis, c'est vous les Africains qui allez mourir. Hein. Macron ne mourra pas. D'abord, il n'a même pas d'enfants. Il ne mourra pas. Mais vous, vos enfants, vos petits-enfants, ils vont mourir. Donc réfléchissez. C'est comme ça au temps colonial, on vous a eu. Quand tu prends le cas du Bénin, Béhanzin est tombé parce qu'il a été trahi par ses frères. Il faut qu'on le dise. La souligner. Voilà, donc c'est les trahisons entre vous, Africains, qui font que les Blancs arrivent à vous dominer. Donc, en plein 21e siècle, vous n'allez pas rééditer ce qui s'est passé au Moyen-Âge avec vos arrière-grands-parents.
il faut quand même que quelqu'un tire la sonnette d'alarme sans parti pris. Moi, je n'ai pas de parti pris dans cette affaire parce qu'il faut éviter les violences qui vont faire des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de souffrances, de réfugiés et tout ce que vous imaginez quand il y a une guerre. Ce n'est pas une question de parti pris. Alors, Non, tu sais, je pense que sur cette question de médiation, il est impossible d'envisager la possibilité d'une médiation quand il y a une mauvaise foi flagrante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que lorsqu'il y a un problème qui relève du bon sens et de la raison, en réalité, il s'agit d'interpeller la conscience des gens. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le général Tchiani a évoqué des faits. Si les gens incriminés sortaient d'autres faits qui créent finalement la confusion, etc., et on voit que ça ne va pas, on peut parler de médiation. Mais si vous n'êtes pas capable de démontrer, on sait en même temps que vous êtes en situation de faiblesse, malheureusement, vous n'êtes pas capable de revenir à la raison. Pourquoi? Parce que votre pouvoir dépend littéralement des postes, des puissances extérieures, plutôt que de dépendre de votre peuple. Parce que quand il dépend de votre peuple, vous savez que vous agissez, vous parlez, vous raisonnez, vous vous activez dans l'intérêt du peuple. Alors, lorsqu'il y a des conflits entre voisins, c'est en fait le peuple qui en pâtit, parce que lorsqu'une frontière est fermée, aussi bien les Béninois que les Nigériens subissent littéralement le préjudice d'une telle fermeture. Et donc, un dirigeant responsable doit pouvoir privilégier l'intérêt de son peuple. Vous voyez? Le Niger a fermé la frontière parce qu'il est face à une situation de survie. Parce qu'il estime que son voisin va être utilisé comme une base arrière pour décimer les vies de ses citoyens. Mais alors, si le partenaire en question, ou bien le voisin, pense vraiment que ce qui est dit est faux, mais il peut appeler à une médiation. Parce que justement, il voit que cette fermeture-là cause aussi des conséquences désastreuses à sa population. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut maintenant interpeller la conscience des dirigeants. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont une chance unique à partir du moment où ils sont au devant de la scène. Et ils ont sur leurs épaules la vie des millions de personnes, que leur personnalité ne compte plus, que leur aura ou leur ego ne doit plus compter. C'est plutôt leur mission liée à l'épanouissement de leur peuple, liée à la vie même de leur peuple, à la préservation des intérêts de leur nation qui doit pouvoir compter. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont qu'à faire profil bas et composer en tant qu'être humain responsable dont la mission est de travailler pour l'expansion de notre espèce, tout simplement. Voilà comment il faut comprendre ce contexte-là. Et comprendre aussi l'embarras des institutions sous-régionales, régionales et puis mondiales dans ce dossier-là, parce qu'en fait, la vérité n'a pas besoin d'être éclairée. Elle s'éclaire d'elle-même. Vous voyez? Et donc, on sait très bien que, en tout cas, ceux qui parlent ont raison, mais on ne peut pas intervenir parce que, il y a des intérêts connexes qui sont en jeu, et on ne veut pas dénoncer publiquement quelqu'un, et tout ça, voilà. Un autre angle abordé maintenant, le troisième, il s'agit des enjeux géopolitiques et des perspectives de cette conjoncture politique. Alors, il y a d'un côté l'axe AES, qu'on connaît désormais, de l'autre la CEDEAO. Excellence Ogoyou Kegewé, est-ce que l'interview de Général Tchiani renforce, je veux dire, entre guillemets, l'isolement de l'AES, ou au contraire, cette interview soude davantage le bloc Niger, Mali, Burkina face aux voisins côtiers? Et les peuples de l'AES, je n'en parle plus. Eux, ils sont convaincus. C'est-à-dire que s'il ne s'agit que d'eux, ça veut dire que le général Tchiani a prêché à des convaincus. Au moins, ce sont 10 millions de convaincus. En fait, c'est à nous, hors AES, que le général Tchiani a prêché. Et je peux te dire que dans ce qui tient lieu de CEDEAO, là, au moins 80% suivent ça. Parce qu'ils savent que leurs dirigeants, qui veulent les amener coûte que coûte à une guerre macronienne, ont leurs femmes et leurs enfants et leurs fortunes là-bas. Et quand la première rafale, femmes, enfants, petits-enfants, les chats, les chiens, quelquefois même les moutons, sont dans le premier avion et ils sont partis. Les populations savent ça. Donc, le général Tchiani a prêché pour tous ces souffres-douleurs qui vont mourir si la guerre éclate. Les dirigeants, ils s'en foutent. Tu crois que les chefs d'État, là, qui perdra quoi dans cette affaire? Absolument rien. Donc, le mérite du général Tchiani,
c'est de lancer un appel vibrant. C'est un appel vibrant à toutes les populations, à tous les habitants de l'espace Afrique de l'Ouest. Les gens de l'AES, eux, ils savent à quoi s'attendre. Hein. C'est nous, nos AES là, c'est nous qui rêvons qu'on a une paix divine éternelle. Alors qu'en réalité, je vous ai dit ici que si vous touchez à l'AES, vous êtes plus menacés que les habitants de l'AES. Si jamais quelqu'un, le pays parmi nous là, qui le premier touchera à l'AES, militairement parlant, mais il sera rasé. Pourquoi on dit ça tous les jours, les gens n'écoutent pas? Il sera rasé. Donc c'est les populations qu'on doit sauvegarder. C'est pourquoi je dis, sans parti pris, il faut initier un dialogue. Mais si les institutions internationales sont corrompues jusqu'à l'os, mais dans nos pays, il y a quand même des forces. Il y a les chefs traditionnels, il y a les religieux. Pourquoi on n'entend pas ces religieux qui font des miracles à l'église tous les jours? Pourquoi personne ne prêche la réconciliation? Chacun prend plutôt parti pour tel ou contre tel et il prend son enveloppe, il est content, il part. Parce que lui aussi, il veut rapidement préparer une place là-bas pour sa femme, ses enfants. Quand ça pète, allez, tout le monde est parti. Qui pense au peuple? Qui pense à la population? Il y a eu une initiative des anciens présidents béninois. J'allais en venir. Les anciens. Oui, est-ce qu'il ne faut pas élargir un peu ce cercle pour laver ce linge sale? Parce que les accusations qui sont sorties sont quand même suffisamment graves. Je parlerai même parfois de secret d'État, puisque Tiani a même évoqué des codes que les gens sont en train de décrypter sur les réseaux sociaux. Justement. Laisser ces informations sur la place publique, est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce qu'il ne faut pas créer un cercle plus restreint? J'allais évoquer tout de suite cette médiation des anciens chefs d'État, notamment Nissofor Soglo et Boni Yayi, qui ont fait donc la démarche vers le Niger. Mais pourquoi cette action n'a pas prospéré? En réalité, il y avait eu une forme de mémorandum qui envisageait la possibilité d'une assise plus élargie sur un certain nombre de points bien évoqués. Vous voyez, vous pouvez avoir une conviction d'aller faire la médiation entre deux parties. Et vous êtes obligé d'être impartial dans un tel contexte, même si vous appartenez à un camp, parce que les deux présidents appartiennent quand même au Bénin. Alors, ils sont obligés d'être dans l'impartialité. Mais s'ils vont vers le Niger, et le Niger, comme à son habitude, évoque tout simplement des faits, avec des éléments de preuve, qui sont irréfutables, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça veut dire que tout simplement, c'est pour ça que j'ai dit en demi-mot tout simplement qu'il s'agit tout simplement d'interpeller la conscience des gens. Parce que tout ce qui relève du bon sens, mais relève du bon sens tout simplement. Tout le monde sait que c'est ce qui doit être fait. Si ça n'a pas été fait, ça ne veut pas dire que les dirigeants béninois et ivoiriens ne sont pas intelligents. Ils sont suffisamment intelligents. Mais s'ils sont dans des alliances qui les empêchent de mouvoir par eux-mêmes et donc d'assumer leurs convictions, ils sont obligés de rester dans cette attitude qui, malheureusement, compromet aussi bien les intérêts de leur peuple que les intérêts des autres peuples. Mais dans votre question précédente, vous avez parlé de l'isolement des pays de l'AES, ça m'a fait sourire un peu. Voyez-vous, lorsque au départ, le Mali, en premier, avait demandé à la force de déguerpir aux forces nigériennes et tout, on dit, ah oui, ça va consacrer l'isolement du Mali, qu'il y aura une démobilisation, etc., etc. Et moi, j'avais fait une émission ici où j'ai dit, on ne peut parler de l'isolement d'un dirigeant ou d'un peuple que s'il n'y a pas la symbiose entre son dirigeant, entre le dirigeant et le peuple lui-même. Parce que la force d'un dirigeant, c'est quoi? C'est son peuple. Alors, s'il y a une synergie, un partage de deux visions, les gens portent la vision du dirigeant et il adoube, il y adhère, mais vous avez une force irréfutable. Vous n'avez même pas besoin de l'extérieur pour commencer à vous construire. Parce que vous ne pourrez construire le peuple qu'en travaillant sur l'esprit, l'état d'esprit des citoyens, de sorte qu'ils deviennent intègres, patriotes et qui s'engagent autour de la cause qui est la vôtre. Aujourd'hui, objectivement parlant, sur le plan diplomatique, est-ce qu'on peut dire que les pays de l'AE sont isolés? Non. Justement, ce sont les institutions internationales qui sont en train, de façon littérale, de leur faire la cour. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, nous avons trop peur d'assumer nos pensées, nos convictions, nos choix. Parce qu'on a peur de souffrir, on a peur des représailles, on a peur des réactions souvent épidémiques de ceux-là que nous considérons comme étant des puissances. Or,
pour qu'eux, ils arrivent là où ils sont, ils ont dû passer par un parcours. Quelle que soit la nature du parcours que vous aurez à subir, une fois que c'est par conviction que vous le faites, empruntez-la. Empruntez cette voie-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, après 3, 4, 5 ans, vous voyez que les pays de l'AES sont en train de sortir de l'ornière. Même si on continue de les attaquer, ils développent une résilience incroyable, une puissance endogène qui fait que tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont plutôt contemplatifs des œuvres qu'ils sont en train de réaliser. Qui l'aurait cru qu'avec toutes les ruptures qu'ils ont subies, tous les coups qu'ils subissent, ils seraient capables de restructurer leur pays, de lancer leur économie et de faire en sorte à devenir des pays qu'on redoute aujourd'hui et dont on parle à chaque fois. Est-ce que vous voyez encore la même condescendance qu'on utilise encore à l'égard de ces pays-là? Non, c'est avec respect qu'on parle d'eux aujourd'hui. Et c'est tant mieux, parce qu'ils ont fait les sacrifices qu'il fallait. Et je pense que ça, ce n'est que le début des surprises. Louis Kabaki, vous évoquiez tantôt l'impact économique de cette crise. Oui. Je voudrais qu'on creuse cet aspect maintenant pour finir cette première partie. Excellence, avec cette bisbille, ces brouilles diplomatico-politiques, est-ce que ça ne constitue pas un risque pour les corridors commerciaux et même les projets d'intégration, les projets énergétiques par exemple? Ce n'est pas un risque pour l'économie de la sous-région? Mais l'économie, elle en souffre. Je ne dis pas qu'elle est menacée, mais elle en souffre. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un passage qui a été ouvert entre le Nigeria et le Niger. Et le même jour, on parle de 2000 camions qui passaient. 2000 camions, remorques, semi-remorques. C'est colossal qui passent. Est-ce que normalement, si les Africains étaient des gens intelligents, mais si nous avons nos querelles politiques, faisons nos querelles politiques. Mais on ne doit pas freiner l'économie. Mais l'Africain étant ce qu'il est, ils ont freiné l'économie parce qu'ils veulent à tout prix en finir, non pas avec les dirigeants qu'ils ont baptisés putschistes au Sahel, mais avec les peuples du Sahel. On a tout fermé, les médicaments, la nourriture, tous les équipements, on a tout fermé. C'est-à-dire que le Burkina, le Mali et le Niger doivent retourner à l'âge de la pierre taillée. Malheureusement, c'est aujourd'hui dans ces pays qu'on construit des autoroutes, on construit des usines, on va construire des centrales nucléaires. Un mot qu'on n'a jamais entendu dans la savane africaine depuis que l'humanité existe, ce n'est pas dans ces pays, soi-disant de la CEDEAO, hyper civilisés, par le grand pays des négriers. Donc, les pays du Sahel ne sont pas isolés. On avait parlé d'isolation tantôt, parce que c'est la même stratégie. Les mêmes là qui voulaient isoler le Sahel, c'est les mêmes qui ont voulu isoler Poutine. Aujourd'hui, tous rampent la nuit au Kremlin. Ils envoient leurs émissaires ramper la nuit pour voir Poutine au Kremlin. Même le jour. Non, c'est le jour. Moi, le jour, ce sera là où, le jour où eux-mêmes, les dirigeants eux-mêmes vont aller. Parce que je vous avais dit, notez ça, retenez ça. Tous iront à Canossa. C'est-à-dire qu'ils iront faire acte de contrition devant Poutine. Ça va arriver. Hein. Mais en attendant, là, leurs émissaires sont au Kremlin. Alors, si vous n'avez pas pu isoler Poutine et que Poutine est avec les pays du Sahel, mathématiquement, ce n'est pas vos économies moribondes de la CEDEAO qui vont, disons, isoler des pays, des économies naissantes, vigoureuses des pays de l'AES. Depuis qu'on a cessé de les voler, de les piller, de prendre leur uranium, leur or, leur diamant, leur coton, cadeau, mais ils se sont réveillés, ils ont l'argent, ils construisent le pays. Donc, moi, je crois que l'économie va en souffrir. On ne peut pas dire le contraire, hein. L'économie va en souffrir, mais heureusement aussi, c'est ces pays du Sahel qui ont les hommes d'affaires les plus futés. C'est-à-dire que partout où tu passes, c'est eux que tu trouves. Même dans nos pays côtiers ici, là, c'est eux. Ouais. Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Mais c'est les gens du Sahel, c'est eux les grands hommes d'affaires. Tu ne peux rien contre ça. C'est une qualité innée. On ne s'improvise pas homme d'affaires, grand homme d'affaires du jour au lendemain. Et il paraît que tout le monde commence par en souffrir. Le port d'Abidjan, par exemple, aurait des difficultés parce que les pays de l'AES, de plus en plus, tentent de mettre... Ils ont fait tarir les recettes du port d'Abidjan. Voilà les conséquences. Et quand on parle du tarissement des ressources pour un pays, mais ce n'est pas le pays ce n'est pas le président qui en pâtit, malheureusement.
ces ressources-là devaient servir à investir et à épargner le peuple. Vous voyez où ça va, jusqu'où ça va. Mais pour revenir à votre question, c'est de dire en fait que, vous savez, c'est vrai, on a besoin d'unité, mais il vaut mieux parfois aller seul que d'être mal accompagné. Parce que les pays voisins de l'AIS se sont montrés finalement être un poison pour eux. Voilà pourquoi ils ont décidé de se retirer entre eux. Et puis, le noyau a commencé à s'organiser, à se structurer et à se rendre tout à fait dynamique dans l'entrepreneuriat, même dans l'organisation, dans la gouvernance même d'État. Et bizarrement, c'est là justement que les miracles sortent. Vous comprenez donc que si finalement, l'ensemble des pays, ne serait-ce que de la CEDEAO, avaient décidé d'assumer leur identité, de faire en sorte à se gouverner par eux-mêmes et de travailler de façon endogène pour se structurer, vous imaginez où un pays, une communauté comme la CEDEAO serait déjà arrivée? Si 3 pays seulement, enclavés, arrivent à se mettre ensemble, à se structurer, à mettre en place une banque d'investissement avec un capital de plus de 500 milliards de francs CFA, avec des projets sérieux, à s'organiser de la manière dont ils sont en train de s'organiser, à investir sur des projets structurants, alors qu'ils n'ont pas de soutien, alors qu'ils n'ont pas l'aide budgétaire dont on nous a toujours parlé, alors qu'ils n'ont pas des prêts colossaux que la Banque mondiale, le FMI accordent souvent. Et donc, ça partit de leurs ressources intérieures. La dernière fois, j'ai été impressionné par le propos d'un responsable de burkinabé qui dit, non mais écoutez, avec l'aide de l'AFD, c'était une histoire de 2-3 millions. L'Agence française de développement. L'Agence française de développement. Eh bien, ils ont suspendu ça et ils ont trouvé un mécanisme endogène de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, ils sont au moins à 300 millions de dollars par an. Rien que sur le plan endogène, c'est-à-dire le contribuable burkinabé, parce qu'il est convaincu de la pertinence des choix politiques opérés par ses dirigeants, parce qu'il est convaincu du sérieux et de la rigueur dans la gestion des ressources, décide d'accompagner des initiatives. Et donc, la contribution du burkinabé en termes d'efforts de guerre s'évalue au moins à 300 millions de dollars par an. Ce qui est tout le contraire de ce que ces institutions internationales donnaient et qui leur permettait de phagocyter toute la souveraineté de ces pays-là. Vous comprenez tout le paradoxe qu'il y a? C'est pour dire que nos dirigeants doivent se montrer suffisamment courageux et commencer à agir en humain tout simplement. Et quand je parle d'humain, c'est parce qu'il y a des règles du vivre ensemble qui sont déjà établies et qui permettent à notre espèce de vivre. Qu'ils adoptent cela et qu'ils se présentent comme des modèles pour faire prévaloir ces genres de principes de vivre ensemble, etc. Et on va se développer simplement en se passant justement de ces comédiens prédateurs d'hier et d'aujourd'hui qui continuent de nous mystifier avec de l'argent, alors qu'en fait, la vraie richesse n'est pas d'abord l'argent, parce que c'est l'homme qui fabrique l'argent. Travaillons d'abord sur l'état d'esprit de l'homme, sur l'intégrité du citoyen, sur les modèles de citoyens dont nous avons besoin, parce qu'on veut créer un modèle de société qui nous sied, tout simplement. Alors on va conclure cette première partie du New World Forum. Excellence, si vous étiez Patrice Talon ou Alassane Ouattara, si vous étiez au cœur des pouvoirs au Bénin et en Côte d'Ivoire, quelle exploitation auriez-vous fait de l'interview Général Tiani? Quel pas auriez-vous posé après avoir écouté ça? Tu sais, les dirigeants de ces 2 pays, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Finalement, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas aussi. Mais il a souligné quelque chose. Ils ne sont pas maîtres de leurs décisions. Et comme ils ne sont pas maîtres de leurs décisions, si j'étais à leur place, j'aurais fait exactement ce qu'ils vont faire. Est-ce que tu comprends? Si j'étais à leur, j'aurais fait ce qu'ils vont faire parce qu'on leur dit de faire et ils font. Hein? Quand Bongo dit va, moi je vais. Quand Macron dit va, eux ils vont. Donc on ne peut rien. Moi, je vous ai dit la dernière fois ici qu'il ne fallait même pas les citer. Parce qu'ils sont sous ordre. L'ordre n'a pas changé. C'est celui qui donne les ordres qui devait se montrer plus intelligent, les soulager un peu pour qu'ils ne soient pas... Parce qu'on les compromet, non pas seulement devant les dirigeants de l'AIS, mais devant leur propre population. C'est ça qui fait pitié.
La France a des services de renseignement bien structurés, bien fournis, et ces services devaient lui dire exactement comment les gens vivent dans ces pays, qu'est-ce que les gens pensent dans ces pays. Elle devait en tenir compte pour faciliter la tâche aux dirigeants. Il croit punir les pays du Sahel, mais il punit plutôt ces pays, les derniers amis qui restent à la France. Moi, si j'étais à la France, je les aurais ménagés de telle sorte que, un, j'aurais évité de faire d'eux les ennemis de tout le monde, et de deux, c'est à eux, j'aurais demandé de faire ami-ami avec tout ce que je veux ramener dans mon giron. Mais c'est le contraire qui est fait tous les jours. Lui, en une minute. Non, c'est pour dire qu'il a tout dit, parce que s'ils n'ont pas la marge qu'il faut, ils ne peuvent pas prendre des décisions lucides. Or, en fait, c'est ça qui est l'idéal. Ça, là, ça vient d'où? Simplement parce qu'ils n'ont pas compris, une fois dans le fauteuil présidentiel, qu'ils doivent plutôt travailler pour le peuple et dans le compte du peuple, tout simplement. Parce que quand vous êtes sûr d'avoir comme peuple votre bouclier, vous n'avez plus peur de composer avec qui que ce soit. Parce que celui qui doit vous défendre, c'est le peuple. Une fois que quelqu'un menace vous, votre vie ou votre fauteuil. C'est bien compris. Votre développement. On va marquer une pause et revenir dans la seconde partie avec les contributions des téléspectateurs qui tombent par dizaines sur ma tablette. Je me fais le plaisir de vous les relayer. Mais tout de suite, c'est une pause pour une édition du journal. À tout de suite.